écoutez, les femmes d'affaires, là, le premier cycle qu'on a eu, là, c'est en 87. OK? Puis ça a commencé par 3 filles. Il y avait dans ce temps-là Louisette Huard qui était pour les coopérants. Puis moi, j'étais pour les coopérants, puis j'avais Carmen McNeil qui a été longtemps gérante chez Marie-Claire. Fait qu'à un moment donné, il avait passé une annonce dans le journal disant qu'à Val-d'Or, il y avait une réunion des femmes d'affaires. Fait que moi, j'ai dit à mes chums, on va-tu voir c'est quoi cette histoire-là? Fait qu'on a monté à Val-d'Or, puis on est allé là. Il y avait les femmes de Rouen. À moi, ça n'existait pas. Il y avait les femmes de Rouen et les femmes de Val-d'Or. Fait qu'on est allé prendre nos informations, puis tout ça. Puis là, on a monté les femmes d'affaires avec Micheline Langto de Montréal. Donc, 1996, les femmes en affaires, ils sont, je crois, affiliées à l'Association des femmes d'affaires du Québec. Absolument. Et le nouveau conseil d'administration est élu. Et là, il y a des discussions qui s'entament. Pourquoi, à ce moment-là, on a voulu se dissocier de l'organisme provincial? Alors, il faut comprendre qu'en peut-être 95, peut-être fin 94 même, moi j'arrivais aux femmes d'affaires, j'ai commencé à travailler en 94 et on commençait à avoir un malaise, je dirais, au sein des femmes d'affaires où on réalisait qu'il faut comprendre que la FAC, l'Association des femmes d'affaires du Québec, est un organisme provincial avec des services très regroupés à Montréal. Et comme région très éloignée, on ne s'y reconnaissait pas beaucoup. Je me rappelle particulièrement dans la dernière année, ils nous annonçaient la création d'une super salle de conférence à Montréal qui pouvait être utilisée par les femmes d'affaires. C'est ce qu'on fait là-dedans, nous autres. C'était donc très centralisé. Alors, les femmes en région, on payait de grosses cotisations, parce que ce que vous payez aujourd'hui comme cotisation, c'est rien à côté de ce qu'on payait. C'était 200 $ et plus de mémoire de cotisations annuelles, même presque 300. C'était très cher. On avait des cotisations à payer à chaque souper, en plus notre 4 piastres par souper, qui allait à Montréal et dont on ne voyait pas du tout la couleur. Donc, avec des services qu'on n'avait à peu près pas. Alors, on s'est dit, pourquoi éventuellement ne pas penser à créer notre propre organisation? Et je pense que la cerise Sunday, si je peux m'exprimer ici, c'est quand on a réalisé, l'avocate en moi a fait des petites recherches, que la FAC était pas un organisme sans but lucratif, mais une compagnie, une bonne partie 1A en bon français, une bonne compagnie à but lucratif avec une seule unique actionnaire. Alors, donc, on était encore beaucoup plus mal à l'aise avec ce type d'organisation-là. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer notre propre organisation? Donc, l'année de transition 95-96, de mémoire, Céline Arsenault, qui était présidente, a servi, en fait, de tremplin à la création de notre organisation, parce que ça coûte des sous monter un organisme, même un organisme sans but lucratif. Donc, on a commencé à prendre des cotisations spéciales de nos membres, disons ça comme ça. Les membres ont volontairement contribué pour se créer un petit fonds. Et en juin 96, naissaient les femmes d'affaires d'Amos Région. Et on l'a fait presque en catimini de la FAC. Absolument, parce qu'il fallait jouer low profile en bon français. Donc, il ne fallait pas que ça se sache. Non, absolument pas. Est-ce que vous étiez la seule ville à ce moment-là à vouloir vous dissocier ou il y avait déjà d'autres discussions ailleurs? Moi, je fais partie de la FAC à Montréal parce que je suis arrivée en région en 92. Alors, j'en avais déjà fait partie et on commençait déjà à Montréal à questionner justement le fait que Mme Langto soit l'unique actionnaire et que ce ne soit pas un organisme sans but lucratif et qu'il n'y avait rien pratiquement qui revenait aux femmes d'affaires. Alors, il y avait ça à ce moment-là aussi à Montréal. Et d'ailleurs, ça s'est dissous. Ce qu'on voulait surtout, c'est que l'argent des femmes d'affaires d'Amos reste à Amos, puis revienne à Amos, et non pas s'en aller à Montréal. Ça, c'était un des objectifs qu'on avait, c'était clair à ce moment-là. On était les premières en région. Ensuite, Rouyn-Noranda a suivi, je vous dirais peut-être 1 an ou 2. J'ai l'impression qu'on a peut-être donné le petit coup d'envoi. Rouyn-Noranda a suivi quelques années après et j'ai participé à la création de la Charte des femmes d'affaires de Val-d'Or il y a quelques années. Est-ce que il y a eu des choses dans cette première année-là qui ont été, qui ont dépassé peut-être ce que vous aviez envisagé en planifiant la transition?
Il me semble que le membership avait augmenté en flèche. Il me semble que c'était des chiffres qu'on n'avait jamais atteints lorsqu'on était à la fac à l'époque. Je pense qu'on avait 75-80 membres, dont un noyau dur qu'on voyait tous les soupers. Fait que là, on était vraiment, vraiment encouragés lorsque le mouvement a pris naissance en 96. Puis dans les années qui ont suivi aussi, on avait un membership qui était solide, qui était fort. On se sentait appuyé. Chacune des membres était heureuse d'être là. Puis je pense qu'on avait une solidarité qui était vraiment merveilleuse à vivre. Oui, puis il y avait aussi tout l'échange, donc de connaître les femmes d'affaires qu'on côtoyait à chaque jour. Et on se disait, s'il y a une femme d'affaires qui est parmi nous, on va commencer par encourager la femme d'affaires qui est avec nous. Alors, il y avait beaucoup de support, d'entraide. Ça, c'était très important. Puis, il y avait aussi des conférences à chaque souper. On avait une conférence spéciale à chaque souper, de ce que je me rappelle. On avait pas mal d'activités. On était dans le vent. Comme toute nouvelle organisation ou toute chose qui commence, il a fallu vraiment que les femmes en affaires fassent leurs preuves. Je me souviens au niveau de femmes en affaires de Amos Région, il fallait se faire reconnaître comme association. Ça, c'était peut-être une des difficultés dont je me souviens, en tout cas. C'était la crédibilité. Voilà, c'est ça. Quand on a commencé à Amos, femmes d'affaires, t'as un souper des femmes d'affaires, c'est quel nouveau club, ça? Puis c'était regardé, pas avec méfiance, mais un peu... ça veut dire que c'est quoi, là, d'où ça sort, ça, les femmes d'affaires, finalement. Au début, même, je voudrais dire qu'on a... il fallait quasiment qu'on se justifie de dire, écoute, je m'en vais à mon souper des femmes d'affaires. Femmes d'affaires. Par rapport à votre communauté, c'était quoi la relation que vous aviez avec, par exemple, les autres organismes de développement, ou comme la Chambre de commerce, CLD, SADC? Est-ce que vous aviez des rapports, entre guillemets, avec ces organisations-là? Si oui, quelle sorte? Oui, on avait des rapports, puis on dérangeait des organisations d'hommes. C'est pas nouveau, ça s'est beaucoup amélioré depuis 10 ans, 11 ans, mais moi, j'ai déjà été courtier, puis courtière, puis quand on veut développer notre marché, à ce moment-là, c'est un monde d'hommes, bien plus que de femmes. Quand que l'association, les membres ont commencé vraiment à augmenter, puis ils disaient, les femmes d'affaires vont être là pour telle chose. Il a commencé à avoir des organisations que les femmes d'affaires faisaient gros, là. Plus gros, là, parce qu'on était beaucoup plus de membres. C'est ça, ça nous a dérangé plusieurs à ce moment-là. Puis je pense aussi que ça a fait une ouverture au niveau de peut-être l'entreprise, que c'est le conjoint et la conjointe. Parce que monsieur, souvent, avait son souper, lui, avec tel organisme. Mais madame, elle, où qu'elle pouvait aller faire son social, ou il n'avait pas. Quand on parle de crédibilité également, un des moyens dont on s'est doté au niveau des femmes d'affaires pour aller chercher notre crédibilité, c'est d'aller chercher un siège au conseil d'administration de la Chambre de commerce. C'est quand même été un beau coup de chapeau, je vous dirais, de la part des femmes d'affaires. C'est quelque chose qu'on avait travaillé dès le début de notre association pour s'assurer au moins d'avoir toujours une voix. Parce que si vous vous rappelez, les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce étaient essentiellement masculins. Je me rappelle encore d'être allée dans les dîners ou des soupers de Chambre de commerce, puis je vous dis, j'étais pas mal, on n'était pas beaucoup, hein, on n'était vraiment pas beaucoup de la gente féminine. Alors ça, je pense que c'était un beau coup de chapeau, et c'est un siège dont on s'est donné la mission d'occuper constamment. Alors, donc, c'était une des façons, je pense, d'aller chercher notre crédibilité auprès de la communauté d'affaires également. Il y a un énorme travail au niveau des communications qui avait été fait aussi, ne serait-ce que par notre bulletin, parce qu'à l'époque, il y avait la FAC qui avait une publication mensuelle. On s'est dit, écoute, on va s'en faire un, mais à selon notre bon vouloir, et on va mettre ce qu'on veut bien dedans. Et on s'est assuré que ce bulletin-là soit diffusé partout en ville, dans tous les bureaux, un peu partout, envoyé à des instances ministérielles, un peu partout. Fait qu'il y avait déjà ce bulletin-là qui circulait. On a fait vous l'avez peut-être vu dans le PowerPoint ou peut-être plus tard dans le développement, mais il y a eu des articles qui ont été publiés dans les journaux, des campagnes publicitaires. Enfin, il y a eu un gros travail qui a été fait, puis c'est le fun parce qu'on le voit encore aujourd'hui. Fait que c'est merveilleux. Et pour nous, la promotion des femmes d'affaires était quelque chose d'important. On parle de crédibilité, de se faire connaître, parce que c'est un organisme de soutien, mais aussi de promotion des femmes d'affaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est le phare qui a, à chaque semaine, dans l'édition de l'Écho, fait, de mémoire, c'était 2 parutions. On achetait des demi-pages et on présentait, chaque femme avait son portrait.
Donc, c'était vraiment assumé financièrement par le phare. On avait quand même passablement de fonds parce que c'était pas donné de faire des publicités comme celle-là parce que ça passait pas dans la page communautaire, vous pouvez me croire. Donc, c'était une belle façon en même temps de faire connaître nos membres. Peut-être rappeler un événement aussi qui a eu lieu dans ces années-là, 99-2000, c'était le salon de printemps qui a eu lieu au printemps 2000, justement. Puis ça contribuait à nous faire connaître beaucoup parce que c'était ouvert au public. On avait nos invités, mais on avait ouvert au public cet événement-là. Fait que ça se passait ici à l'Hôtel des Escars. Puis chaque membre qui le souhaitait pouvait promouvoir à l'aide d'un kiosque ses produits, ses services. C'est sûr que c'était encore là une visibilité. Puis en même temps, je pense que c'est ça, les gens n'étaient pas nécessairement des gens d'affaires dans la salle. Là. Nos visiteurs, c'était des gens du public. Donc déjà là, la reconnaissance commençait à se faire. Le bouche à oreille s'est fait beaucoup. Fait que tout ce qu'on faisait comme ça contribuait justement à la promotion et à la reconnaissance des femmes d'affaires. Il a fallu travailler fort dans les 5 premières années. D'autant plus qu'au niveau économique, c'était pas si facile que ça. Là. Puis je me rappelle, moi, Bernard Landry, à ce moment-là, qui avait dit ailleurs, dans une conférence ailleurs, écoutez, dans les années 80, c'est l'Abitibi qui a tiré sur le Québec, finalement, pour le sortir de la récession. Mais il dit maintenant, c'est au tour du reste du Québec d'aider l'Abitibi parce qu'on n'était pas dans une période très faste à ce moment-là. Au dernier souper, on a parlé justement des 5 premières années, comment ça a été un défi justement de créer ce nouvel organisme-là et de lui, dans le fond, de le faire rayonner autant qu'il le méritait. Puis, on nous a raconté à quel point il a fallu travailler fort pour donner une crédibilité aux femmes en affaires d'Amos Région. Après les 5 premières années, j'imagine que les défis ne se sont pas arrêtés là. Non. Non, parce que faut les maintenir aussi, nos membres. Tu sais, c'est beau d'aller les chercher, mais le plus gros là-dedans, c'est de conserver leurs intérêts. Donc, il faut être innovatrice là-dedans, il faut être proactive aussi pour aller chercher, comme tout à l'heure, Madame disait, tu sais, il y a des choses qui se passent ailleurs, là, qui se passent ailleurs qu'à moi. Fait qu'il faut se tenir au courant. Puis, il faut emmener l'information puis la partager avec nos membres. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers que vous avez eu à relever pendant ces 5 années-là? Bien, c'est un défi constant, je pense, d'essayer de maintenir, comme Pierrette disait, trouver les activités, trouver des nouvelles membres, maintenir. Puis, on veut toujours avoir, tu sais, j'écoutais Valérie qui disait... Bien, on veut atteindre tant, on veut atteindre plus que ce qu'on faisait l'année passée ou plus qu'on était l'année passée. Et oui, il faut vraiment avoir des activités intéressantes pour que les membres aient le goût de venir au souper. Parce que, oui, avoir un certain nombre de membres, mais un certain nombre de membres qui participent à peu près à tous les soupers. C'est normal que tout le monde ne soit pas là, tout le monde en même temps. Par contre, on veut avoir un minimum là, pendant que les gens, tu sais, pendant les soupers, pour que ce soit agréable pour tout le monde. Puis le partage est intéressant. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Moi, je pense que le plus grand défi, c'était la participation au souper. Hein? On voulait-tu avoir tant de monde pour souper? Puis, tu sais, là, on va faire quelque chose de... Tu sais, on a essayé d'organiser des soupers avec de l'animation. Puis, mais on l'a monté. On était souvent 28-30 membres pour les soupers, là. Puis, je me souviens que des fois, avant, il y en avait à peine 12. Notre défi à cette époque-là, c'était avoir du membership à maintenir, puis qu'il y ait de la participation au souper, là. Fait que... C'est drôle, j'ai pas souvenir de moments de découragement ou quoi que ce soit. Je pense peut-être parce qu'on était des filles de défi ou avec ce sentiment de dire, regarde, on est capable, puis on va foncer. Mais j'ai pas de souvenir de moments de découragement, de dire, l'organisation, ça va à la dérive. J'ai jamais eu cette perception-là parce qu'on a toujours quand même eu un bon membership. Sans doute un membership plus stable à un certain nombre d'années. Ce que je constate aujourd'hui, il y en a qui viennent, il y en a qui partent. On a toujours joué entre 30 quelques, 40, 45. Donc, le nombre de participantes a pas mal toujours été, je pense, dans un même niveau. Mais c'est le renouvellement des membres qu'on voit
qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas il y a peut-être 7 ou 8 ans. Mais moi, je voudrais savoir, justement, ça vous a pas un petit peu fait des pincements au cœur quand vous voyez pas beaucoup de gens qui arrivaient? C'est sûr. Ça vous a pas donné le goût de tout laisser ça là? Non. Non. Ben, c'est comme quand tu as un commerce. À un moment donné, ta clientèle diminue, mais là, tu dis, tabarnouche, c'est quoi je fais pas, moi, là? Moi, je sais, j'ai eu un commerce, puis quand ça tombait tranquille, là, je te revirais le magasin à l'envers parce que je disais, bon, mon stock n'est pas bien placé, puis là, je m'inquiétais, là. Fait que c'était un peu comme ça, nous autres aussi. On disait, ouais, il y en a 12, il y en a que... Mais c'est que c'est ça, on remédiait tout le temps parce qu'on avait une bonne équipe de gestion. Ça, c'est Puis, vrai. on avait des bonnes idées à échanger. Puis, nous, on a dit, ben moi, là, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Ben, je ferais une page ici. Oui. Puis, on va faire, tu sais, on était beaucoup innovatrices dans nos activités. Je pense que c'est ça qui était la réussite. Puis, il y avait les bons moments, mais il y avait aussi les mauvais moments, parfois, que des membres vivaient. Puis, c'est dans ce temps-là que tu as besoin d'une bonne solidarité parce que c'est beau, ça va bien, tu ris, tu as du fun, mais la personne, elle, là, que tu vois qu'elle a un gros malheur, puis tout ça, ben, on était là aussi pour elle. Donc, on est rendu à l'époque 2006-2010 des femmes en affaires, donc la 3e tranche de 5 ans. Jusqu'en juin 2011. Dans le fond, jusqu'à l'été dernier. Ouais. Parce que certainement que les défis ne se sont pas arrêtés parce qu'on avait plus d'expérience. Moi, je me rappelle, au niveau des phares, en fait, on était à un moment donné à l'idée, on avait déjà eu des gros événements à l'époque. Salon de printemps en 99-2000, qui était une méga activité, tout ça. Alors, on avait invité aussi Mme Lise Thibault, alors lieutenant-gouverneur du Québec. Alors, on avait eu des événements très majeurs qui avaient mis, en fait, les femmes d'affaires sur la map. Et je pense que dans ces années-là, on s'était pas questionné, mais on avait laissé peut-être un peu aller ou délaisser ces activités-là d'ampleur. Et ça fait partie dans ces années-là de qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour se remettre sur la map, pour faire parler de nous. C'est en 2008 qu'on avait vraiment dit, bon, OK, on recommence, on fait une grosse activité de lancement pour repartir l'année des femmes d'affaires. Et on avait commencé avec Christine Michaud. Les fameuses conférences d'envergure, c'était en fait, on veut se mettre sur la map, il faut faire parler de nous, les femmes d'affaires. L'année d'après, il y avait Stéphanie Milo. Oui. Ensuite, il y a eu Jocelyne Cazin. Fait que ça lançait l'année. Finalement, c'était une façon d'avoir une visibilité. On avait des commanditaires, on faisait de la publicité, on vendait des cartes pour que les gens assistent aux souper-conférences. C'était ouvert à toute la population. Fait que ça donnait l'idée que finalement, le phare existait, qui était là. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré ces années-là à la suite du souper-conférence du mois de septembre. C'était une vitrine importante, puis ça nous permettait aussi d'asseoir en quelque sorte notre crédibilité. Parce que quand on a commencé, on n'était pas connus, on était moins connus comme nouvelle organisation en 1996. Alors, en faisant ce genre d'événement d'envergure, on réassoyait notre crédibilité, puis dire, écoutez, nous sommes toujours là, on est encore plus important comme mouvement, et venez nous voir, on a plein de belles choses à offrir aux femmes d'affaires. Je pense que les femmes d'affaires, évidemment, il faut qu'on soit maintenant incontournable, ce serait l'idéal, mais je pense que cette crédibilité-là s'établit au fil des ans, justement. Puis les activités qu'on a faites viennent justement bien consolider cette crédibilité pour dire, regardez ce qu'on fait, voici ce qu'on peut offrir à nos membres et comme réseau. Moi, je trouve qu'une des choses qui, peut-être les 5 ou 6 dernières années, qui a fait une différence dans notre réseau, dans notre regroupement, c'est la relève. Je pense qu'au niveau des membres, le membership est beaucoup plus jeune au niveau de la moyenne d'âge qu'il y a 7, 8 ou 9 ans. Et ça, c'est beaucoup lié, je pense, à notre visibilité qu'on a donnée. Justement, on s'est fait parler de nous, on a prouvé qu'on était des membres à part entière dans le tissu socio-économique à Mossois. Et ça fait en sorte qu'on a une représentation au niveau de notre membership, qui est aussi très bien réparti au niveau du nombre de membres par catégorie. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les femmes d'affaires, beaucoup de commerçantes,
Il y a aussi des professionnels et quelques gestionnaires, mais essentiellement, on le voit que le regroupement est là pour les femmes qui sont en affaires. Et ça a amené une crédibilité dans le milieu auprès de l'ensemble de la communauté d'affaires, que ce soit au niveau de la Chambre de commerce, que ce soit au niveau des différents regroupements locaux aussi, au niveau du développement socio-économique. On le voit dans les universités, les leaders, ce sont les femmes. Mais ce que j'ai remarqué aussi, Valérie, c'est qu'on a un phénomène au niveau des affaires à Amos de deuxième génération qui sont des femmes, contrairement à il y a 25 ans, 30 ans, où c'était des hommes. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'intergénérationnel et tous les avantages que l'intergénérationnel peut apporter, c'est-à-dire, les échanges. On sait qu'un réseau comme le nôtre, c'est le réseautage, c'est l'échange, c'est le partage, c'est faire circuler différentes cultures de gestion d'affaires et également de faire refléter les différentes professions qui sont disponibles auprès des femmes. Bien, moi, je trouve que c'est ça qui est venu enrichir les 7, 8, peut-être plus 7 dernières années, là, où j'ai été encore, où je suis revenue au niveau du conseil d'administration, au niveau du membership. C'est ce que j'ai constaté, moi. Donc, là, Daniel faisait référence au renouveau qu'on a dans le membership des femmes d'affaires. On a beaucoup de nouvelles membres. Écoutez, si tu manques un souper, là, c'est incroyable. Tu arrives au souper d'après, puis tu te dis, mon Dieu, j'ai l'impression de ne pas connaître un paquet de monde. C'est intéressant, c'est enrichissant, parce qu'on voit que le membership se renouvelle. Qu'est-ce qui vous a d'abord et avant tout motivé à vous impliquer au sein du conseil d'administration des femmes en affaires d'Amos Région? Le feu! Le feu! On l'avait tout le feu! Le feu sacré! Le feu sacré! C'est vraiment le feu sacré, sinon tu fais pas ça. Si t'es pas d'action puis t'es pas convaincu, tu iras pas t'impliquer. Je pense que c'est Pierrette, moi, qui m'a amenée dans les femmes d'affaires. Et puis, la deuxième année, tout de suite, quand c'est le temps des élections, j'ai pas pu dire non. Non, j'ai accepté. Puis, tu sais, on dit que c'est énergisant, et c'est vrai que c'est énergisant, puis on se laisse emporter par la vague. Et c'est comme ça, moi, que je suis... tout de suite, la première année, là, j'ai commencé à être dans le conseil d'administration. À ce moment-là, moi, en 2001, j'ai pris la présidence parce que j'ai toujours aimé, moi, la solidarité qu'on a entre nous, les femmes, parce qu'on a toujours un point commun. On est des travailleurs soit autonomes. Je trouvais tellement qu'on dégageait. On avait beaucoup d'énergie, on avait des enfants, on avait des responsabilités familiales, on avait le commerce, on en avait plein. Puis pourtant, on faisait tout, puis ça allait bien, tu sais. Puis, on était dans la fleur de l'âge dans ce temps-là. On était convaincus et convaincants. C'est sûr que quand on fait partie du conseil d'administration, en plus, on a des rencontres de plus avec les gens et ça nous permet de les connaître encore plus. C'est très intéressant. Tu sais, c'est sûr que c'est de l'implication de plus faire partie du conseil d'administration. Par contre, c'est très enrichissant. On connaît des gens extraordinaires avec des idées... sans limite, là. Je souhaite à tout le monde de s'impliquer au conseil d'administration, justement, parce que, à travers cette organisation-là, je pense que quand on s'implique dans le conseil d'administration, on voit encore plus les avantages qu'on peut retirer d'un regroupement comme celui-là. Ça donne encore le goût d'être investi encore plus quand on est impliqué, là. On a comme un attachement qui est particulier, là. C'est sûr qu'on travaille avec des gens qui sont différents aussi au conseil d'administration, donc il n'y a pas de routine, surtout pas dans une organisation comme celle-là, qui n'a pas de permanent, donc il n'y a aucune routine qui peut se faire là. Lorsqu'on voyait que, c'était pas possible d'en mettre plus sur les épaules de ces gens du conseil qui est là à titre bénévole, où on n'a pas de permanence, où souvent ce sont les mêmes personnes qui sont sollicitées, on baissait la liste, tout simplement. On se disait, cette année, on est capable de faire tel événement, d'arriver à proposer tel type de visibilité aux femmes d'affaires, d'aller chercher des ressources peut-être des fois extérieures pour avoir des idées. Je pense que ce réseau-là était mené au gros bon sens et aussi à la capacité de ses membres de s'investir. Y a-t-il des raisons pourquoi on pourrait adhérer comme membre à un réseau de femmes en affaires? T'es isolé dans ton commerce, là.
Tu sais, t'es toujours dans le même travail, dans la même routine, dans le même... souvent, tu connais même pas qui est propriétaire de la 3e entreprise à côté de chez vous. Puis en tout cas, moi, là, la première affaire qui m'a très surprise en 98 quand je suis rentrée membre, c'était, mon Dieu, comment il y en a des femmes en affaires. J'étais surprise de ça, puis ça faisait déjà 8 ans que j'étais en affaires. Puis je connaissais pas ce monde-là. Tu sais, c'est que ça permet de connaître les autres femmes d'affaires, les autres entreprises et grandir notre réseau ou agrandir nos possibilités d'affaires ou nomme ce que tu veux, là, dans le fond. Développer nos ressources. T'as de l'entraide. Toi, tu fais ça. Comment tu sais, comme Guylaine, elle avait l'entreprise de, je me souviens plus son nom, là, mais tu sais, elle pouvait nous faire des lettres, elle pouvait nous donner des petits coachings d'ordinateur, puis tu sais, je veux dire, ben, si j'avais pas été des femmes d'affaires, j'aurais jamais su ça. J'aurais jamais connu ça. C'est que ça, je trouve que les femmes d'affaires, c'est un plus pour ça. Mais avec le fait que quand on travaille dans un commerce, on se sent souvent seul. Puis à ce moment-là, dans des soupers comme ça nous permettait de partager ce qu'on vivait, puis d'aller chercher des énergies. Je vais vous dire avant tout, je pense qu'on s'aimait beaucoup. On avait une belle amitié, une belle solidarité. Je pense qu'on se rencontre encore aujourd'hui sur le trottoir, puis ou n'importe où, puis on est encore accrochés aux gens avec qui on a partagé. Mais quand on est très occupé par les entreprises dans lesquelles on travaille ou qu'on a à cœur, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre bateau puis qu'on s'en sortira jamais ou qu'il y a juste nous autres qui vit ça, là. On voit juste là. Mais quand on jase avec les autres femmes puis qu'on en voit, c'est sûr qu'on rencontre des gens. Moi, j'ai rencontré des gens que c'est sûr que j'aurais jamais connus, probablement, là. Et puis c'est merveilleux de tisser des liens. Il y en a des gens avec qui on se lie plus. Tu sais, ça ouvre les connaissances. Là, il y a plein d'affaires qu'on a appris de... Tu sais, comme tantôt, on disait que... Pierrette disait que les liens qu'on a, on rencontre des anciennes membres, on est contente de se voir parce qu'on a su créer, tu sais, s'intéresser à eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont développé, tu as fait ça pour arriver là, crime, bravo, j'aurais jamais pensé ça. Tu sais, je veux dire, on a appris beaucoup de choses de nos, je vais dire de nos membres, des membres, tu sais, mais s'enrichissant. Un mot de passe qu'on s'était passé aussi quand arrivaient les soupers, puis qu'on avait des invités, puis tout ça, puis qu'on voyait qu'une personne était un petit peu plus timide, était un petit peu plus isolée. À ce moment-là, on se passait le mot, puis on disait va voir, va y parler, va y présenter des gens. On observait beaucoup notre groupe pour pouvoir que les gens qui étaient là soient tous à l'aise, toutes à l'aise. Moi, j'ai une question en tant que grande patineuse et curieuse de la vie. Parce que là, on est en affaires. Ici, tout le monde est en affaires. Est-ce qu'il y a déjà eu des petites histoires de compétitivité? Ben, c'est très sain. C'est normal qu'on arrive dans des domaines. Bon, moi, dans mon domaine, oui, il y a eu des gens qui étaient dans d'autres institutions financières, qui étaient dans le groupe. Puis c'est correct. Il n'y a jamais eu d'animosité parmi les membres. J'ai jamais senti rien de négatif. Je pense que non, on est capable de passer par-dessus ça, puis au contraire, on peut s'entraider pareil. C'est parce qu'on peut pas... il n'y a pas de compétition, c'est pas de la compétition là, qu'il y a. On peut pas contrer ça. Ben oui, c'est normal. On peut pas contrer ça, fait que donc on... C'est ça. Tant mieux s'il y a le plus de femmes possible qui sont impliquées, là. Ben moi, je pense justement, ce que Manon dit, c'est que si tu es tout seul dans ton coin, puis je sais pas, moi je dis, mettons, tu as un magasin, puis l'autre, elle a le même magasin que toi, ben t'es en billet avec toi. Là, tu n'oses pas le regarder. Tu dis, hey, elle va peut-être m'en vouloir parce que tu es dans ton petit monde, là. OK? Mais là, quand tu arrives dans une organisation comme ici, ben à ce moment-là,
tu t'aperçois qu'il y en a peut-être 3, 4 comme toi qui ont des magasins puis qui vivent les mêmes problèmes que toi. Puis tu échanges, puis après ça, le matin quand tu rentres en horaire, tu dis « Salut! » Quand tu as des jeunes membres, à un moment donné, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont avoir des enfants. Les priorités vont changer aussi. Que ce soit un changement d'emploi, un déménagement, des enfants. Alors, je pense qu'on est très consciente, peut-être plus conciliante. Dans les femmes d'affaires, écoute, si tu es capable de venir à tous les soupers, tant mieux, on va être bien contente de t'avoir. Mais si tu manques quelques soupers dans l'année parce que les obligations professionnelles, familiales ou autres font en sorte que tu ne peux pas y être, c'est pas plus grave que ça. À quelque part, si ton intérêt est encore là pour l'organisation, puis tu as encore le goût de participer, mais tu peux juste pas parce que tu as des contraintes ou autre chose, il n'y en a pas de problème. Comment vous voyez le faire dans 5-10 ans? Bien, écoutez, moi, ce que je vois des femmes d'affaires, à nos débuts, on a travaillé vraiment sur la mise en place de notre crédibilité, de notre promotion, parce qu'il fallait d'abord et avant tout se faire connaître, et c'était normal. Je sais qu'il y a 3 ans, on a travaillé sur j'appelle ça le plan de match des 5 prochaines années, vers quoi on s'en va. Mais je pense comme organisme aussi de soutien. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi dans les prochaines années. Je pense que notre crédibilité, elle est bien assise. C'est sûr qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à faire parler de nous. Et ça, c'est important. Et je pense que les conférences qu'on a pu faire au cours des dernières années, les fameuses conférences de lancement, y ont aussi contribué. Toujours du fait, il faut qu'on se mette ça à map. C'est important. Mais comme organisme de soutien, que ce soit pour le biais de conférences ou autre, pour s'assurer que les femmes, entre nous, on a une réalité qui est différente. Pensons juste parfois à la conciliation travail-famille, qui est tout un défi, on ne se le cache pas. Donc, il faut avoir cette fusion-là, ce réseau d'entraide-là, s'assurer que les liens soient si serrés. J'aime beaucoup d'ailleurs le choix du slogan « Garder le lien ». Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler pour s'assurer qu'on soit vraiment une belle gang et qu'on puisse s'entraider pour s'assurer que si un maillon, à un moment donné, est plus faible dans la chaîne, qu'on soit capable de soutenir que cette belle chaîne-là continue. Je dois dire que quand j'ai été la première présidente, il y avait des visages différents. Il y avait des visages qui sont là et qui sont encore là. Et ça va être la même chose dans 5 ans. Il va y avoir des personnes qui vont être encore là, puis d'autres qui vont arriver. Quand on parle de relève, moi je peux parler de relève, mais pas en termes d'âge, par exemple, hein, parce que je commence une carrière quand même. Et ça va dépendre du dynamisme que les membres que nous sommes ici vont y apporter. L'initiative, l'énergie et tout ça. C'est du travail aussi, hein, de construire un réseau comme les femmes en affaires dans notre région. C'est du travail de le maintenir en vie. On est chanceux, ça fait 15 ans. On a vu dans les dernières années, oui, ça demeure un regroupement qui est dynamique, mais qui a eu des petits moments d'essoufflement quand même. J'aimerais savoir pourquoi, selon vous, il faut que les phares continuent d'exister pour les 15-20 prochaines années. Un mot. Pour le réseautage. Pour briser le plafond de verre, il faut se réseauter, se serrer les coudes, s'entraider, coopérer. En fait, c'est pour garder en vie la mission. Je ne sais pas si le libellé de la mission a changé, mais déjà, on disait que c'était pour promouvoir un réseau dynamique, un réseau d'affaires solide. Justement, le réseautage, je pense que c'est la force numéro 1 d'un réseau de femmes d'affaires. On parlait des hommes tout à l'heure qui arrivaient des études antérieures. Il y avait ce qu'on appelait le Boys Club. Les femmes d'affaires, finalement, c'est le Women's Club, les Girls, oui. Fait que c'est ce qu'il faut maintenir, c'est ça. C'est vraiment la force du réseautage, la force du soutien aussi. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ce qui a été soulevé quand on est impliqué dans la famille, les enfants, le travail également. À un moment donné, ça nous prend des collègues qui vivent la même réalité que nous. Fait que c'est un peu ça qu'on retrouve ici. C'est tellement plaisant d'arriver le soir ici, puis de se jaser entre filles, puis de dire « Hey, on vit la même affaire ». Fait qu'on est à peu près toutes sur la même longueur d'onde, même si notre travail respectif est différent, on vit les mêmes réalités ou les mêmes difficultés, les mêmes joies aussi. C'est vraiment ça qui est la force des femmes en affaires. Et c'est pour ça qu'il faut que ça continue. Que dire de plus? J'allais dire justement, souvent je disais aux femmes, quand je les rencontrais, dans leur premier souper, je leur disais, mon Dieu, c'est dans le fun de savoir qu'on n'est pas toutes seules.
toute seule dans notre situation, toute seule des fois dans des difficultés. Souvent, dans les soupers, on va échanger, même de façon très, très informelle. Et on va échanger des fois des petites problématiques qu'on peut avoir. Et je ne me verrais pas compter ça à un gars, on s'entend-tu? Je suis pas sûre qu'il aurait bien eu du plaisir à jaser de ça avec moi. Alors, en ce sens-là, ne serait-ce effectivement pour que ce réseau, Muriel le disait bien aussi, le réseau de contact, mais aussi le réseau d'entraide, je pense qu'il est très important. Et c'est pas nécessairement d'être féministe ou quoi que ce soit, mais il faut simplement réaliser qu'on est tout simplement différents et différentes. Donc, on a sans doute des besoins qui sont un peu différents de ceux du Boys Club ou du Club social d'hommes ou quoi que ce soit. Donc, on va vraiment chercher ce beau réseau-là, cette belle entraide pour pouvoir continuer en affaires, ne serait-ce que ce petit souper qui peut peut-être permettre juste à une femme de pouvoir continuer dans sa business puis de ne pas lâcher prise et dire « OK, je suis capable, je continue, j'ai encore ma table dans le dos. » Quel serait le conseil que vous donneriez au conseil d'administration de cette année pour commencer déjà à propulser le phare un peu plus loin dans l'avenir? Premier conseil, faites-vous confiance. Hein? Faites-vous confiance. Ça, c'est le premier conseil, faites-vous confiance. Puis on n'est pas tout seul dans un conseil d'administration. Il y a 6 autres personnes avec vous. C'est des personnes qui s'impliquent. Premièrement, c'est des personnes qui sont convaincues. Donc, ils sont capables d'en convaincre plusieurs. Restez de même. Tu sais, je veux dire, c'est pas d'autre chose que ça. Là. Je vois pas ça autrement que comme ça. Peut-être que ce qu'il faut faire le plus, en tout cas moi que je vois, là, je parle à mon nom, à moi, c'est peut-être d'être moins discrète. Je pense qu'on est un petit peu gêné de nos réussites, de ce qu'on accomplit. Puis c'est peut-être ça qu'il faut faire. Présentement, c'est peut-être vers tendre d'être heureux de nos réussites, puis fiers de nos réussites, fiers des réussites de nos pères, puis pas avoir peur de les montrer. Je pense que c'est encore très discret. En tout cas, pour ma part, à moi, pour quand même être une fille assez impliquée, pour voir plein de choses, je trouve que les femmes sont encore discrètes dans le milieu des affaires pour dire tout ce qu'ils réussissent, puis ce qu'ils font. Ils sont un petit peu en arrière, puis des fois, il y a des très, très grandes réussites. Fait que ce sera peut-être le défi à faire du phare, de dire aux femmes de sortir encore plus, puis de oser mettre leur réussite vis-à-vis de la population puis les gens autour. Je pense que c'est la culture, la fierté, comme on disait tout à l'heure, ne pas être trop modeste. Modestie a bien meilleur goût, mais pas partout. Et je pense que dans tout développement, que ce soit économique, social, il faut être fier de ce qu'on fait, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait connaître ce qu'on est, ce qu'on fait. Allez à eux et non attendez pas qu'eux viennent à vous. Parce que, vous savez, tous, quand on commence, on n'a pas l'affirmation qu'on a après des années dans l'entreprise et tout ça. Fait qu'il y a des moyens d'aller chercher des listes d'entreprises, des listes de propriétaires, puis approchez-les. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressants, mais qu'ils sont isolés. Moi, je pense que le secret de la pérennité de l'organisation, c'est d'aller chercher, comme Manon dit, une bonne relève. Dans le sens que la relève, elle va te mettre à jour, parce que, puis toi, comme tu vas devenir un peu le mentor à cette relève-là, comme pour faire une tempérer aussi. Quand je vois des gens autour de la table qui sont pleins de projets, qui sont dynamiques, puis qui veulent aller chercher ailleurs des choses qu'on n'a pas chez nous, ça va continuer de grandir, là. C'est certain.